Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires, de quelle ville, de quel pays vous m'écoutez aujourd'hui. J'adore savoir jusqu'où ces histoires voyagent. Il y a des nuits où le monde semble retenir son souffle, comme s'il attendait que quelque chose de terrible se produise. L'automne de 1906 s'était installé sur le hameau de Sainte-Croix-les-Brumes, avec une lourdeur inhabituelle. Les collines de Corrèze, d'ordinaire verdoyantes et paisibles, semblaient enveloppées d'un linceul de brume épaisse qui ne se levait jamais complètement, même en plein jour. Les habitants parlaient à voix basse dans les rues étroites, comme si le brouillard lui-même pouvait entendre leurs secrets. La maison des Monclar se dressait à la périphérie du village, une bâtisse de pierre grise aux volets de bois sombre, entourée d'un petit jardin où poussaient encore quelques rosiers flétris. C'était une demeure modeste mais respectable, celle d'une famille de métayers qui travaillaient les terres du domaine de Beaumont depuis 3 générations. Marguerite Monclar, la mère, était une femme au visage émacié, marquée par les années de labeur et de chagrin. Son mari, Pierre, était mort 2 ans plus tôt dans un accident au champ. Une charrette renversée, disait-on, bien que certains murmuraient qu'il avait été retrouvé le crâne fendu d'une manière qui ne correspondait guère à une simple chute. Depuis, Marguerite élevait seule sa fille unique, Adèle, une enfant de 8 ans aux grands yeux noirs et aux cheveux sombres comme l'encre. Adèle était une fillette curieuse et silencieuse, qui passait ses journées à errer dans les bois environnants, à ramasser des fleurs sauvages et à parler aux oiseaux comme s'ils comprenaient en ces mots. Les autres enfants du village la trouvaient étrange et l'évitaient, préférant jouer entre eux dans la cour de l'église. Mais Adèle ne semblait pas s'en soucier. Elle vivait dans son propre monde, un univers de rêveries et de chansons douces qu'elle fredonnait pour elle-même. La nuit du 3 octobre 1906 commença comme toutes les autres. Le crépuscule tomba rapidement, avalant les collines dans l'obscurité. Un vent froid soufflait depuis les hauteurs, portant avec lui l'odeur de la terre humide et des feuilles mortes. Marguerite avait préparé un dîner frugal, une soupe de légumes et un morceau de pain noir, et Adèle avait mangé en silence, les yeux perdus dans les flammes dansantes de la cheminée. « Tu es bien silencieuse ce soir, mon enfant, » dit Marguerite en caressant les cheveux de sa fille. « Quelque chose te tracasse ?» Adèle leva les yeux vers sa mère, et pendant un instant, Marguerite crut voir une lueur étrange dans ce regard sombre, quelque chose d'ancien et de lointain qui n'aurait pas dû être là. « Maman !» murmura l'enfant d'une voix à peine audible. « Est-ce que tu entends les voix, la nuit ?» Un frisson parcourut l'échine de Marguerite. « Quelle voix, ma chérie ? Celle qui m'appelle. » Adèle baissa les yeux vers ses mains. « Elles disent mon nom. Elles veulent que je vienne. » Marguerite sentit son cœur se serrer. Elle attribua ces paroles aux rêveries d'une enfant solitaire, peut-être encore marquée par la mort de son père. Elle serra Adèle contre elle, respirant l'odeur de ses cheveux, ce parfum de lavande et d'innocence. « Ce ne sont que des rêves, mon ange. Il n'y a personne qui t'appelle. Tu es en sécurité ici avec moi. » Mais Adèle ne répondit pas. Elle se contenta de fixer les flammes, comme si elle y lisait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Cette nuit-là, Marguerite fut réveillée par un son étrange, ou plutôt par l'absence de son. Le silence était si profond qu'il semblait vivant, palpable, comme une présence dans la maison. Elle ouvrit les yeux dans l'obscurité de sa chambre, le cœur battant sans raison apparente. Quelque chose n'allait pas. Elle le sentait dans ses os, dans chaque fibre de son être. Elle se leva, enfilant rapidement son châle, et sortit dans le couloir. La porte de la chambre d'Adèle était entr'ouverte. Marguerite s'approcha, une bougie tremblante à la main, et poussa doucement le battant. Le lit était vide. « Adèle » appela-t-elle, sa voix résonnant dans le silence oppressant. « Adèle, où es-tu » Rien. Pas de réponse. Pas un bruit. Marguerite descendit l'escalier en courant, ses pieds nus claquant contre les marches de pierre froide. Elle traversa la cuisine, le salon, cherchant frénétiquement sa fille. Et c'est alors qu'elle la vit, la porte d'entrée, grande ouverte sur la nuit. Le vent s'engouffrait dans la maison, faisant vaciller la flamme de la bougie. Marguerite sortit sur le seuil, scrutant l'obscurité environnante. La brume était si dense qu'elle ne distinguait rien au-delà de quelques mètres. « Adèle » hurla-t-elle dans la nuit. « Adèle, reviens !» Mais seul le silence lui répondit, un silence si total qu'il semblait absorber ses cris comme une éponge absorbe l'eau. C'est alors qu'elle baissa les yeux et vit les empreintes. Des petits pieds nus dans la boue, menant depuis la porte jusqu'au chemin qui s'enfonçait dans les bois, les traces d'Adèle. Mais à côté de ces empreintes enfantines, il y en avait d'autres,
plus grandes, plus étranges, comme si elles n'appartenaient pas tout à fait à un être humain. Elles étaient allongées, avec des marques qui ressemblaient presque à des griffes, et elles semblaient glisser plutôt que marcher. Marguerite sentit ses jambes se dérober sous elle. Elle tomba à genoux dans la boue, ses mains tremblantes, suivant les contours de ses empreintes impossibles. « Non » gémit-elle. « Non, non, non !» Elle se releva et courut vers le village, hurlant à l'aide, réveillant les maisons endormies. En quelques minutes, des lanternes s'allumèrent aux fenêtres, des portes s'ouvrirent, et les habitants de Sainte-Croix-les-Brumes sortirent dans la nuit, armés de torches et de bâtons. Ils suivirent les traces jusqu'à la lisière de la forêt. Mais là, elles s'arrêtèrent brusquement, comme si l'enfant et ceux qui l'accompagnaient s'étaient évanouis dans les airs. Les hommes fouillèrent les bois pendant des heures, appelant le nom d'Adèle jusqu'à ce que leur voix soit éraillée. Mais ils ne trouvèrent rien, ni la fillette, ni la moindre trace de lutte, ni le moindre indice de ce qui avait pu se passer. Adèle Monclar avait disparu. Les jours suivants furent un cauchemar éveillé pour Marguerite. La gendarmerie fut alertée, des battues furent organisées dans toute la région, mais aucune piste ne mena nulle part. Certains disaient qu'un vagabond avait dû enlever l'enfant. D'autres murmuraient des histoires plus sombres, des légendes anciennes sur les créatures qui habitaient les bois, des êtres qui volaient les enfants dans la nuit et ne les rendaient jamais. Le curé du village, le père Augustin, tenta de réconforter Marguerite, mais même lui semblait troublé. Il avait vu les empreintes et il savait ce que les anciens racontaient. Ces collines étaient vieilles, bien plus vieilles que l'Église, bien plus vieilles que la chrétienté elle-même. Il y avait des choses dans ces bois, disait-on, des choses qui n'avaient jamais quitté ce monde quand les hommes avaient cessé de croire en elles. 3 semaines après la disparition, un service funéraire symbolique fut organisé pour Adèle. Il n'y avait pas de corps à enterrer, seulement une petite croix de bois plantée dans le cimetière avec son nom gravé maladroitement. Marguerite resta devant cette tombe vide pendant des heures, ses larmes creusant des sillons sur ses joues pâles. Puis, lentement, le village oublia. Les gens retournèrent à leur vie, à leurs travaux, à leurs préoccupations quotidiennes. La maison des Monclar devint silencieuse et sombre. Marguerite survécut encore 12 ans avant de mourir d'un chagrin qui ne l'avait jamais quittée, murmurant le nom de sa fille jusqu'à son dernier souffle. Et Sainte-Croix-les-Brumes continua d'exister, petit hameau perdu dans les collines brumeuses de Corrèze, où l'on racontait désormais l'histoire de la petite Adèle qui avait été emportée par la nuit et ne revint jamais. Du moins, c'est ce que l'on croyait. 50 ans peuvent passer en un clin d'œil pour ceux qui ne vieillissent pas. L'année 1956 avait apporté des changements à Sainte-Croix-les-Brumes. Le hameau, autrefois isolé du reste du monde, était désormais relié par une route goudronnée qui serpentait à travers les collines. Quelques automobiles pouvaient être vues garées devant les maisons et l'électricité avait été installée dans la plupart des foyers. Le progrès avait touché même ce coin reculé de France. Bien que l'atmosphère du village demeurât étrangement inchangée, la brume continuait de s'accrocher aux collines, les bois restaient sombres et impénétrables, et les vieilles légendes circulaient encore à voix basse lors des veillées. La maison des Monclar avait été rachetée dans les années 1920 par la famille Durand, qui l'avait rénovée et agrandie. Les nouveaux propriétaires ne savaient rien de l'histoire tragique qui s'était déroulée entre ces murs, et personne n'avait jugé bon de la leur raconter. Après tout, pourquoi troubler la paix des vivants avec les malheurs des morts? Mais certains se souvenaient encore. Lucien Garnier, désormais âgé de 68 ans, était l'un des rares habitants qui avait vécu la disparition d'Adèle. Il n'était qu'un jeune homme de 18 ans à l'époque, mais il se rappelait parfaitement cette nuit terrible. Les cris de Marguerite, les empreintes dans la boue. Depuis, il était devenu le gardien non officiel de la mémoire du village, celui qui conservait les histoires que les autres préféraient oublier. Il passait ses journées assis sur le banc, devant la boulangerie, fumant sa pipe et observant le va-et-vient des villageois avec ses yeux perçants. Son visage était buriné par les années, ses mains tordues par l'arthrite, mais son esprit restait vif, hanté par les souvenirs d'un passé qui refusait de mourir. Ce fut donc Lucien qui la vit en premier. C'était un après-midi de septembre, gris et silencieux comme tous les après-midi d'automne dans cette région. Le ciel était chargé de nuages bas et une pluie fine commençait à tomber, mouillant les pavés de la rue principale. Lucien était sur son banc habituel, la fumée de sa pipe s'élevant en volutes paresseuses, quand il aperçut une silhouette au loin, sur la route qui menait au village. D'abord, il ne lui prêta pas attention. Ce devait être une voyageuse, pensa-t-il.
ou peut-être une jeune fille du village voisin venue rendre visite à quelqu'un. Mais à mesure que la silhouette se rapprochait, quelque chose en elle attira son regard et le figea sur place. C'était une enfant, ou du moins elle en avait l'apparence. Une fillette d'environ 8 ans vêtue d'une robe ancienne, démodée, d'un style qui n'avait plus été porté depuis des décennies. La robe était sale, couverte de poussière sèche et de taches brunâtres. Ses cheveux noirs pendaient en désordre autour de son visage pâle et ses pieds nus laissaient des traces humides sur le bitume. Elle marchait lentement, d'un pas hésitant, comme si elle ne savait pas exactement où elle allait. Ses grands yeux noirs scrutaient les alentours avec une expression de confusion et de tristesse indicible. Lucien sentit son sang se glacer dans ses veines. Il connaissait ce visage. Il l'avait vu il y a 50 ans, dans les photographies que Marguerite Monclar serrait contre son cœur en pleurant sa fille disparue. La pipe lui échappa des mains et tomba sur les pavés avec un claquement sec. « Adèle » murmura-t-il, sa voix étranglée par l'incrédulité. L'enfant tourna la tête vers lui et leurs regards se croisèrent. Pendant un instant qui sembla durer une éternité, Lucien vit dans ses yeux noirs quelque chose d'ancien, quelque chose qui n'appartenait pas à ce monde, quelque chose qui le regardait depuis un lieu où le temps n'avait pas de prise. Puis l'enfant cligna des yeux et l'instant passa. Elle sembla le reconnaître, ou du moins reconnaître le village, et un faible sourire effleura ses lèvres. « Monsieur Garnier » dit-elle d'une voix douce et claire, la voix d'une enfant qui n'avait jamais grandi. « C'est vous ? Vous êtes tellement vieux maintenant. » Lucien sentit ses jambes se dérober sous lui. Il s'agrippa au dossier du banc pour ne pas tomber, fixant l'apparition devant lui avec des yeux écarquillés d'horreur et de fascination. « Ce n'est pas possible, » balbutia-t-il. « Tu es morte, tu as disparu il y a 50 ans. 50 ans ?» L'enfant fronça les sourcils, perplexe. « Non, ce n'était qu'hier soir. Je suis partie seulement hier soir. Maman doit m'attendre. » Elle regarda autour d'elle, cherchant quelque chose de familier dans ce village qui avait changé mais qui demeurait reconnaissable. « Où est maman ?» Lucien ne put répondre. Les mots restaient coincés dans sa gorge, refusant de sortir. D'autres villageois commençaient à sortir de leur maison, attirés par la scène étrange qui se déroulait dans la rue. Ils s'approchèrent lentement, formant un cercle autour de l'enfant, leur visage exprimant un mélange de curiosité et d'inquiétude. Parmi eux se trouvait Camille Rousseau, la petite fille de Marie Rousseau qui avait été la meilleure amie de Marguerite Monclar. Camille avait grandi en entendant l'histoire d'Adèle, racontée par sa grand-mère comme un conte tragique, qui servait d'avertissement aux enfants pour qu'ils ne s'aventurent pas dans les bois la nuit. Quand elle vit le visage de la fillette, elle laissa échapper un cri étouffé. « Mon Dieu, c'est elle, c'est Adèle Monclar !» Les murmures se propagèrent dans la foule comme un frisson. Les plus âgés, ceux qui se souvenaient, échangèrent des regards incrédules. Les plus jeunes ne comprenaient pas ce qui se passait, mais ils sentaient l'atmosphère étrange qui s'était installée, cette tension électrique qui précède les événements extraordinaires. Le curé du village, le père Michel, le successeur du père Augustin mort depuis longtemps, fendit la foule et s'approcha de l'enfant. C'était un homme robuste d'une 50aine d'années, au visage sévère mais bienveillant. Il avait entendu parler de la disparition d'Adèle, bien sûr, mais il l'avait toujours considérée comme une vieille légende, une histoire du passé sans réelle importance pour le présent. Maintenant, face à cet enfant qui ne pouvait pas exister, il sentit sa foi vaciller. « Comment t'appelles-tu, mon enfant ?» demanda-t-il d'une voix qu'il voulait ferme, mais qui tremblait légèrement. « Adèle Monclar » répondit la fillette sans hésitation. « Je cherche ma maman. »« Quelqu'un peut me dire où elle est ?» Le père Michel déglutit péniblement. « Adèle Monclar a disparu en 1906. C'était il y a 50 ans. » L'enfant secoua la tête avec véhémence. « Non, ce n'est pas vrai. Je suis parti hier soir. Ils m'ont appelé, les voix dans le noir. Ils m'ont emmené à travers les portes. Mais je suis revenu. Je veux juste rentrer à la maison. » Un silence de plomb tomba sur l'assemblée. Personne ne savait que dire, que faire, comment réagir face à cette impossibilité incarnée. Ce fut Lucien Garnier qui brisa finalement le silence. Sa voix était rauque, chargée d'émotion. « Ta mère est morte, Adèle. Elle est morte en 1918, en te cherchant jusqu'à son dernier souffle. Tu n'es plus chez toi ici. Le monde a continué sans toi. » L'enfant le regarda longuement et des larmes commencèrent à couler sur ses joues pâles. Ce n'étaient pas les larmes d'une actrice ou d'une imposteur, c'étaient les larmes d'une enfant véritablement perdue, arrachée à son temps
et jetée dans un avenir qu'elle ne comprenait pas. « Je veux rentrer à la maison », répéta-t-elle d'une voix brisée. « S'il vous plaît, je veux juste rentrer. » Et à cet instant, tous ceux qui la regardaient sûrs, avec une certitude qui dépassait la raison, qu'elle disait la vérité. Ce n'était pas une imposteur, ce n'était pas une coïncidence. C'était vraiment elle, Adèle Monclar, l'enfant disparu en 1906, revenue 50 ans plus tard sans avoir vieilli d'un seul jour. Mais ce que personne ne savait encore, c'était ce qu'elle avait ramené avec elle. Certaines portes, une fois ouvertes, ne peuvent jamais être refermées. La nouvelle de l'apparition d'Adèle se répandit dans Sainte-Croix-les-Brumes comme une traînée de poudre. En quelques heures, tous les habitants étaient au courant, et les récits variaient déjà. Certains disaient qu'elle était apparue nue et couverte de sang, d'autres qu'elle avait surgi de la brume comme un fantôme. La vérité, déjà suffisamment étrange, se voyait amplifiée par l'imagination collective et la peur ancestrale qui sommeillait au cœur de chaque villageois. Le père Michel décida de prendre les choses en main. Il installa provisoirement Adèle dans le presbytère, dans une petite chambre propre et simple, meublée d'un lit étroit, d'une armoire et d'un crucifix accroché au mur. La fillette accepta sans protester, trop épuisée et désorientée pour résister. La première nuit, le père Michel veilla près de sa porte, priant silencieusement et se demandant s'il avait affaire à un miracle, à une malédiction ou à quelque chose qui échappait complètement à sa compréhension théologique. À l'aube, quand il entra dans la chambre pour vérifier qu'elle allait bien, il la trouva assise sur le bord du lit, fixant la fenêtre avec une expression vide. Elle n'avait apparemment pas dormi de la nuit. « As-tu faim, mon enfant ?» demanda-t-il doucement. Adèle tourna lentement la tête vers lui. Ses yeux noirs étaient cernés, comme si elle portait un fardeau invisible. « Je n'ai pas faim, » répondit-elle. « Je n'ai pas soif non plus. Je ne sens rien. » Comme si mon corps avait oublié ce que c'est que d'être vivant. Le père Michel sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Tu es vivante, Adèle. Tu es ici, avec nous. »« Suis-je vraiment vivante ?» murmura-t-elle, presque pour elle-même. « Ou suis-je quelque chose qui ressemble à Adèle, quelque chose qu'ils ont renvoyé à sa place ? » « Qui sont-ils, Adèle ?» Le prêtre s'agenouilla devant elle, scrutant son visage avec une intensité nouvelle. « Qui t'a emmené ? Où étais-tu pendant toutes ces années ?» L'enfant ferma les yeux et pendant un long moment, elle resta silencieuse, comme si elle cherchait les mots justes pour décrire l'indescriptible. « J'étais dans un endroit, » commença-t-elle lentement, « un endroit sans temps, sans lumière ni obscurité. C'était entre les choses, entre les moments. J'entendais des voix qui m'appelaient, des voix anciennes, qui parlèrent des langues que je ne connaissais pas mais que je comprenais quand même. Elles me disaient que j'appartenais à cet endroit, que j'avais toujours appartenu à cet endroit, et que le monde que je connaissais n'était qu'un rêve dont je devais m'éveiller. Elle ouvrit les yeux et regarda le père Michel avec une intensité troublante. Mais je ne voulais pas m'éveiller, je voulais rentrer chez moi, alors j'ai couru. J'ai couru à travers les portes qui n'avaient pas de serrure, à travers les couloirs qui n'avaient pas de fin, jusqu'à ce que je trouve le chemin du retour. Et maintenant je suis là. Mais quelque chose est venu avec moi. Quelque chose qui ne devait pas passer. Le père Michel sentit sa bouche devenir sèche. « Quoi ? Qu'est-ce qui est venu avec toi ?» Adèle ne répondit pas. Elle se contenta de retourner son regard vers la fenêtre où l'aube grise se levait sur les collines brumeuses. Les jours suivants furent marqués par une série d'événements étranges qui perturbèrent la tranquillité du village. Tout commença avec les animaux. Les chiens du village, d'ordinaire dociles et amicaux, se mirent à aboyer furieusement chaque fois qu'ils approchèrent du presbytère. Certains refusaient carrément de passer devant, tirant sur leurs laisses avec une force désespérée, les oreilles plaquées contre le crâne et les babines retroussées. Les chats disparaissaient pendant des jours avant de revenir, le poil hérissé et les yeux fous. Puis ce furent les cauchemars. Plusieurs habitants rapportèrent avoir fait le même rêve récurrent. Ils se trouvaient dans une forêt obscure, appelés par une voix enfantine qui résonnait entre les arbres. Dans le rêve, ils suivaient cette voix, avançant plus profondément dans les bois, jusqu'à ce qu'ils arrivent devant une porte massive et ancienne, sculptée de symboles incompréhensibles, qui se dressait au milieu de nulle part. Et quand ils touchaient cette porte, ils se réveillaient en hurlant, le cœur battant à tout rompre, incapables de se rendormir. Lucien Garnier fut l'un de ceux qui fit ce rêve.
Il se réveilla au milieu de la nuit, trempé de sueur, avec la certitude terrifiante que quelque chose avait changé dans le village, que quelque chose d'ancien et de dangereux avait été réveillé par le retour d'Adèle. Le lendemain matin, il se rendit au presbytère, déterminé à parler à la fillette. Le père Michel hésita d'abord, mais finit par le laisser entrer, reconnaissant qu'en tant que témoin de la disparition originale, Lucien avait peut-être un rôle à jouer dans cette histoire. Ils trouvèrent Adèle dans le petit jardin derrière le presbytère, assise sur un banc de pierre, fredonnant une mélodie douce et mélancolique. C'était une chanson ancienne, une berceuse que les mères de Corrèze chantaient à leurs enfants depuis des siècles. Mais dans la bouche d'Adèle, elle prenait une tonalité étrange, presque menaçante. « Adèle !» appela Lucien doucement. « Je peux te parler ?» L'enfant leva les yeux vers lui et sourit, un sourire triste qui ne correspondait pas à son âge apparent. « Monsieur Garnier, vous voulez savoir ce qui est arrivé, n'est-ce pas? Tout le monde veut savoir, mais personne n'est prêt à entendre la vérité. » Lucien s'assit lourdement sur le banc à côté d'elle, son corps vieilli protestant contre le mouvement. « Essaie quand même, dit-il. J'ai vu des choses dans ma vie. J'ai survécu à 2 guerres. Je pense pouvoir supporter ce que tu as à dire. » Adèle resta silencieuse pendant un long moment, contemplant les rosiers qui poussaient le long du mur du jardin. Puis, elle commença à parler, sa voix enfantine contrastant terriblement avec la gravité de ses paroles. « Cette nuit-là, quand je suis parti, je ne voulais pas y aller. Mais les voix étaient si fortes, si insistantes. Elles m'appelaient depuis des semaines, peut-être même des mois. Au début, je pensais que c'était juste des rêves. Mais petit à petit, elles sont devenues plus réelles. Et cette nuit-là, j'ai ouvert les yeux, et il y avait quelqu'un dans ma chambre. » Elle frissonna, et Lucien posa instinctivement une main sur son épaule avant de la retirer rapidement, frappé par le froid qui émanait du corps de l'enfant, un froid qui n'avait rien de naturel. « Ce n'était pas vraiment quelqu'un, » continua Adèle. « C'était une forme. Une silhouette faite d'ombre et de lumière lunaire. Elle me tendait la main et sans réfléchir, je l'ai prise. Et c'est à ce moment-là que tout a changé. La chambre s'est transformée. Les murs sont devenus transparents et j'ai vu l'autre côté. L'autre côté de quoi? Du monde, de la réalité. » Elle chercha les mots justes, son jeune visage se plissant sous l'effort de traduire l'intraduisible. « Il y a un endroit qui existe à côté de notre monde, un endroit où les règles sont différentes. Le temps n'existe pas là-bas, ni l'espace comme nous les connaissons. C'est un endroit de passage, un entre-deux, où vivent des choses très anciennes, des choses qui étaient là avant les hommes et qui seront là après nous. » Lucien sentit sa gorge se serrer. « Et tu es resté là-bas pendant 50 ans? Pour moi, ce n'était qu'une nuit, une seule et terrible nuit. » Les larmes montèrent à nouveau aux yeux d'Adèle. Il voulait me garder. Il disait que j'étais spécial, que je pouvais voir ce que les autres ne voyaient pas. Mais je ne voulais pas rester. Je voulais ma mère. Alors j'ai cherché partout, jusqu'à ce que je trouve une porte qui menait ici. Et je suis passé. Elle leva ses yeux noirs vers Lucien, et il y vit une peur profonde et primitive. Mais quand je suis passé, quelque chose est venu avec moi, quelque chose qui a profité de l'ouverture, et maintenant je ne sais pas comment le renvoyer. Cette nuit-là, le premier incident vraiment grave se produisit. Henri Marchand, un fermier d'une 50aine d'années qui vivait à la périphérie du village, disparut. Sa femme, Claudette, se réveilla au milieu de la nuit pour découvrir que son mari n'était plus dans leur lit. Elle le chercha dans toute la maison, puis dans la grange, puis dans les champs environnants, appelant son nom dans l'obscurité. Ce qu'elle trouva la fit hurler d'horreur. Henri était debout au milieu du champ, immobile comme une statue, le visage tourné vers les bois. Ses yeux étaient grands ouverts, mais il ne semblait rien voir. Et quand Claudette s'approcha de lui, touchant son bras, elle découvrit que sa peau était glacée, presque aussi froide que celle d'un cadavre. « Henri, qu'est-ce qui ne va pas ?» Lentement, très lentement, son mari tourna la tête vers elle, et ce qu'elle vit dans ses yeux la figea sur place. Ce n'était plus Henri qui la regardait, c'était quelque chose d'autre, quelque chose qui utilisait son corps comme un vêtement. « Les portes sont ouvertes », dit-il d'une voix qui n'était pas la sienne, une voix qui résonnait comme si plusieurs personnes parlaient en même temps. Elles ne pourront plus jamais être refermées. Ce qui a été perdu doit être retrouvé. Ce qui a été oublié doit être rappelé. Puis il s'effondra comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Claudette le ramena à la maison en le traînant, hurlant à l'aide. Les voisins accoururent,
et Henri fut transporté d'urgence chez le médecin du village, le docteur Leroy, un homme pragmatique qui ne croyait ni aux fantômes ni aux superstitions. Mais quand il examina Henri et ne trouva aucune explication médicale à son état, le pouls était faible mais régulier, la respiration superficielle mais stable, tous les signes vitaux présents mais diminués, comme si le corps fonctionnait au ralenti. Même lui dut admettre qu'il se passait quelque chose d'anormal. Henri resta dans un état comateux pendant 3 jours avant de se réveiller brusquement, sans aucun souvenir de ce qui s'était passé. Mais il n'était plus tout à fait le même. Sa femme le remarqua immédiatement. Il y avait quelque chose de changé dans son regard, quelque chose de distant et de froid, comme s'il avait vu des choses qu'un être humain n'était pas censé voir. Et chaque nuit, il se réveillait et fixait la fenêtre, murmurant dans son sommeil des mots dans une langue que personne ne reconnaissait. Le père Michel convoqua une réunion urgente dans l'église. Pratiquement tous les habitants du village se présentèrent, remplissant les bancs jusqu'au dernier, leurs visages marqués par l'inquiétude et la peur. Le prêtre monta en chaire, son visage grave et fatigué. Il avait à peine dormi depuis l'arrivée d'Adèle, passant ses nuits à prier et à chercher dans les vieux livres de la sacristie des réponses qui ne venaient pas. « Mes chers paroissiens, » commença-t-il d'une voix forte qui résonna sous les voûtes de pierre, « je ne vais pas prétendre comprendre ce qui se passe. Je ne vais pas vous dire que tout ira bien, parce que je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que nous sommes confrontés à quelque chose qui dépasse notre compréhension habituelle du monde. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « L'enfant qui est revenu, Adèle Monclar, n'est pas une menace en elle-même. Elle est une victime, tout comme nous. Mais son retour a ouvert une porte qui donne sur quelque chose d'autre. Et nous devons trouver un moyen de la refermer avant que d'autres incidents ne se produisent. « Comment » cria quelqu'un dans la foule. « Comment referme-t-on une porte vers l'enfer ?»« Ce n'est pas l'enfer » intervint une voix calme et posée. Tous les regards se tournèrent vers Lucien Garnier, qui s'était levé de son banc, appuyé sur sa canne. « Ce n'est pas l'enfer » répéta-t-il. « C'est quelque chose de plus ancien que le christianisme, quelque chose qui était là avant que nos ancêtres ne construisent cette église, avant même qu'ils ne s'installent dans ces collines. Les vieilles légendes parlent de lieux de passage, de portes entre les mondes, gardées par des êtres qui ne sont ni bons ni mauvais, juste autres. » Il regarda autour de lui, voyant l'incrédulité et la peur sur les visages. Mes grands-parents racontèrent des histoires sur les enfants qui disparaissaient dans les bois et qui revenaient changés, ou qui ne revenaient jamais. Des histoires sur des nuits où le temps semblait se figer, où l'on pouvait marcher pendant des heures sans avancer d'un pas. Ces histoires n'étaient pas de simples contes pour effrayer les enfants, c'étaient des avertissements. Des rappels que ce monde n'est pas le seul, et que certaines frontières ne doivent jamais être franchies. « Alors que devons-nous faire » demanda Camille Rousseau, sa voix tremblante. Lucien se tourna vers le père Michel. « Nous devons parler à Adèle, vraiment lui parler. Elle est la clé. Elle a trouvé le chemin du retour une fois. Peut-être peut-elle nous montrer comment refermer ce qu'elle a ouvert. Pour refermer une porte, il faut d'abord comprendre ce qui l'a ouverte. » Ils se réunirent dans la sacristie de l'église. Le père Michel, Lucien Garnier, Camille Rousseau, qui avait insisté pour participer malgré sa peur, et le docteur Leroy qui représentait la voix de la raison scientifique, bien qu'il commençât à douter de tout ce qu'il avait appris à l'université de médecine. Adèle était assise au centre de la pièce, sur une chaise simple, ses petites mains posées sur ses genoux. Elle semblait encore plus pâle que d'habitude, presque translucide dans la lumière des bougies qui éclairaient la sacristie. « Adèle, » commença doucement le père Michel, « nous avons besoin de comprendre exactement ce qui s'est passé, tout ce que tu peux nous dire, aussi étrange que cela puisse paraître. » L'enfant hocha lentement la tête, puis elle commença à parler, et pendant plus d'1 heure, ils écoutèrent son récit extraordinaire et terrifiant. Elle leur raconta comment, cette nuit de 1906, elle avait été attirée hors de sa maison par une présence qu'elle ne pouvait pas voir, mais qu'elle sentait avec chaque fibre de son être. Comment elle avait marché dans la brume, guidée par des lumières qui dansaient comme des lucioles, jusqu'à ce qu'elle arrive devant ce qu'elle décrivait comme une déchirure dans le monde. « C'était comme si quelqu'un avait coupé le tissu de la réalité », expliqua-t-elle, cherchant les mots pour décrire l'indescriptible. Derrière cette déchirure, il y avait un ailleurs, un endroit sans couleurs comme nous les connaissons, sans son comme nous les entendons. Tout y était différent.
Elle leur parla des êtres qu'elle avait rencontrés là-bas, des créatures qu'elle ne pouvait pas vraiment décrire parce qu'elles changeaient constamment de forme, oscillant entre l'humain et l'inhumain, entre le familier et l'absolument étranger. « Il me voulait, dit-elle, et sa voix se brisa. Il disait que j'avais un don, que je pouvais voir à travers les voiles entre les mondes. Il voulait que je reste avec eux, que je devienne l'une d'eux. « Mais tu as résisté ?» dit Lucien, admirant le courage de cette petite fille perdue dans l'impossibilité. « J'ai résisté. » Adèle releva la tête, et il y avait une fierté farouche dans ses yeux. Je me suis souvenu de maman, de notre maison, du jardin où je jouais. Je me suis accroché à ces souvenirs comme à des bouées dans une mer déchaînée. Et j'ai cherché le chemin du retour. « Comment as-tu trouvé ce chemin ?» demanda le docteur Leroy, fasciné malgré lui. « Dans cet endroit, le temps et l'espace fonctionnent différemment. Les pensées deviennent des chemins, les désirs deviennent des portes. J'ai pensé très fort à ma maison, à ma mère. Et lentement, très lentement, un chemin est apparu, une porte. » Elle marqua une pause et son visage s'assombrit. Mais quand j'ai franchi cette porte, je n'étais pas seul. Quelque chose m'a suivi. Quelque chose qui avait attendu très longtemps une opportunité de revenir dans ce monde. Un silence pesant tomba sur l'assemblée. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda finalement Camille, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Qu'est-ce qui t'a suivi ?» Adèle ferma les yeux, et quand elle les rouvrit, ils brillaient de larmes non versées. « Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je sais ce qu'il veut. Il veut se nourrir. Pas de chair ou de sang. Il se nourrit de quelque chose de plus profond, de l'essence même de ce qui fait de nous des êtres vivants. De notre connexion au temps, à la réalité, à la vie elle-même. » Henri Marchand, dit le docteur Leroy soudainement. « Ce qui lui est arrivé, c'était lui, » confirma Adèle. « Il a goûté à Henri. Juste un petit peu pour tester, pour voir si ce monde lui convenait toujours. Alors il va recommencer, » dit le père Michel, sa voix chargée d'horreur. « Il va prendre d'autres personnes. » « Oui. » Adèle hocha tristement la tête, « à moins que nous ne le renvoyions d'où il vient. » « Et comment fait-on cela ?» L'enfant regarda Lucien directement dans les yeux. « Il faut retourner à l'endroit où tout a commencé, à la déchirure, et il faut la refermer de l'intérieur. »« Mais cette déchirure existe-t-elle encore ?» demanda Camille. « Cela fait 50 ans. Le temps n'a pas de prise sur ce genre de choses, » expliqua Adèle. « La déchirure est toujours là, dans les bois, à l'endroit exact où j'ai disparu. Elle attend. Elle a toujours attendu. » Lucien sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il savait où se trouvait cet endroit. Il s'en souvenait parfaitement, même après toutes ces années. C'était une petite clairière au cœur de la forêt, un lieu où les arbres poussaient de manière étrange, leurs branches tordues formant des motifs inquiétants. « Si nous allons là-bas, dit-il lentement, que devons-nous faire ? Nous devons appeler ce qui m'a suivi, l'attirer hors de ce monde et vers l'autre. » Puis refermer la porte derrière lui. Adèle parlait avec une assurance qui dépassait son âge apparent. « Mais il y a un problème. »« Un seul ?» murmura le docteur Leroy avec un rire nerveux. « Pour refermer la porte, il faut quelqu'un qui appartienne aux deux mondes, quelqu'un qui puisse se tenir dans la déchirure elle-même et la sceller de l'intérieur. » Elle n'eut pas besoin de le dire. Ils comprirent tous immédiatement ce qu'elle voulait dire. « Tu veux te sacrifier ?» dit Lucien d'une voix étranglée. « Je ne veux pas, » corrigea Adèle doucement. « Mais je dois. Je suis celle qui a ouvert la porte. Je dois être celle qui la referme. Non. » Le père Michel secoua vigoureusement la tête. « Il doit y avoir un autre moyen. Tu es une enfant. Tu as toute une vie devant toi. » « Quelle vie ?» L'amertume dans la voix d'Adèle les frappa tous comme un coup de fouet. « Ma mère est morte. Mon monde est parti. Je n'appartiens plus à cette époque. Je suis un fantôme vivant, un anachronisme, quelque chose qui ne devrait pas être. Peut-être que mon but était simplement de revenir pour réparer ce que j'ai brisé. » Camille se leva brusquement de sa chaise et s'agenouilla devant Adèle, prenant les petites mains froides de l'enfant dans les siennes. « Tu n'es pas un fantôme. Tu es une petite fille courageuse qui a survécu à l'impossible, et nous allons trouver un moyen de te sauver aussi. » Adèle sourit tristement, un sourire qui contenait 50 ans de solitude et de chagrin compressés dans le cœur d'une enfant de 8 ans. « C'est gentil de votre part, vraiment. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Chaque nuit, il devient plus fort. Chaque nuit, la déchirure s'élargit un peu plus. Si nous attendons trop longtemps, elle deviendra trop grande pour être refermée. Et alors ce ne sera plus juste quelques personnes qui seront touchées. Ce sera le village entier, puis la région. Puis... » Elle n'eut pas besoin de finir sa phrase. Ils décidèrent d'agir la nuit suivante.
Cela leur donnait 24 heures pour se préparer, physiquement et mentalement, à ce qui allait venir. Lucien passa cette journée à rassembler tout ce qu'il savait sur les vieilles légendes de la région. Il fouilla dans ses souvenirs, dans les histoires que lui avaient racontées ses grands-parents, dans les fragments de folklore qui avaient survécu malgré les années et la modernisation. Et petit à petit, un schéma émergea. Les anciennes croyances parlaient de lieux de pouvoir, de points où le voile entre les mondes était naturellement plus mince. Ces endroits étaient marqués par des anomalies, des arbres qui poussaient de manière étrange, des sources qui coulaient dans la mauvaise direction, des pierres disposées en cercle par aucune main humaine. La clairière où Adèle avait disparu correspondait parfaitement à ces descriptions. Le père Michel, de son côté, passa la journée en prière. Il n'était plus sûr de rien, ni de sa foi, ni de sa compréhension du monde, ni même de sa propre santé mentale. Mais il savait une chose, cet enfant avait besoin d'aide, et en tant qu'homme de Dieu, il ne pouvait pas l'abandonner. Le docteur Leroy prépara une trousse médicale complète, bien qu'il ne sût pas exactement à quoi elle pourrait servir face à des menaces qui défiaient toute logique biologique. Et Camille passa la journée avec Adèle, lui parlant, l'écoutant, essayant de lui donner un peu de normalité et de chaleur humaine dans ces dernières heures qui pourraient être ces dernières. Elles s'assirent dans le jardin du presbytère, regardant les nuages passer dans le ciel gris. « À quoi ressemblait ta vie ?» demanda Camille doucement. Avant que tout cela n'arrive, Adèle réfléchit un instant, un sourire nostalgique sur ses lèvres. « C'était simple. Nous n'avions pas beaucoup, mais nous étions heureuses, maman et moi. Elle me chantait des chansons le soir. Nous faisions des pique-niques dans les collines les jours d'été. J'aimais ramasser des fleurs sauvages et les lui apporter. Elle disait toujours que j'étais son petit rayon de soleil. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Je regrette de ne pas lui avoir dit au revoir. Je regrette de ne pas avoir su que cette nuit-là serait la dernière fois que je la verrais. Si j'avais su, elle savait que tu l'aimais, » dit Camille fermement. « Ma grand-mère me parlait souvent de Marguerite Monclar. Elle disait que malgré son chagrin, elle n'a jamais cessé de croire que tu reviendrais un jour. D'une certaine manière, elle avait raison. 50 ans trop tard. Mieux vaut tard que jamais. » Camille serra la main de l'enfant. « Et qui sait? Peut-être que nous trouverons un moyen de te garder ici, de te donner une vraie seconde chance. » Adèle ne répondit pas, mais son silence en disait long. Elle savait ce que les autres commençaient seulement à comprendre, que certains prix doivent être payés, certains sacrifices doivent être faits, et que parfois, le retour n'est possible que pour permettre l'adieu. La nuit tomba rapidement, comme si elle était pressée d'avaler le jour. Un brouillard épais s'était levé, transformant le village en un paysage fantomatique, où les lumières des maisons semblaient de flotter dans un océan de gris. Ils se retrouvèrent devant l'église, le père Michel, Lucien Garnier, Camille Rousseau, le docteur Leroy et Adèle. Quelques autres villageois étaient devenus également, armés de lanternes et de torches, formant une procession silencieuse qui se mit en marche vers les bois. Le chemin était escarpé et difficile, rendu encore plus traître par l'humidité et l'obscurité. Mais Adèle les guidait avec une assurance inquiétante, comme si elle se souvenait parfaitement du chemin malgré les 50 années écoulées. Ils marchèrent pendant près d'1 heure, s'enfonçant toujours plus profondément dans la forêt. Les arbres autour d'eux devenaient progressivement plus étranges, leurs troncs tordus, leurs branches formant des angles impossibles, comme s'ils avaient été sculptés par une force qui ne comprenait pas les lois naturelles de la croissance. Puis ils arrivèrent à la clairière. C'était exactement comme Lucien s'en souvenait, un espace circulaire au milieu des arbres où l'herbe ne poussait pas correctement, formant des motifs en spirale qui donnaient le vertige quand on les regardait trop longtemps. Au centre de la clairière se dressait un vieux chêne dont le tronc était fendu en son milieu, formant une ouverture béante qui ressemblait troublablement à une bouche hurlante. Mais ce qui les frappa le plus, ce qui les figea tous sur place, c'était l'atmosphère du lieu. L'air lui-même semblait différent ici, plus dense, plus lourd, chargé d'une tension électrique qui faisait se dresser les cheveux sur la nuque, et il y avait un son à peine perceptible, comme un murmure constant à la limite de l'audible, qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. « Nous y sommes », dit Adèle simplement. Elle s'avança vers le centre de la clairière, et les autres la suivirent prudemment. Quand ils atteignirent le vieux chêne fendu, ils purent voir ce qui s'y trouvait, ou plutôt, ce qui ne s'y trouvait pas. À l'intérieur de la fente du tronc, là où aurait dû se trouver le cœur de l'arbre, il n'y avait rien. Pas de bois, pas d'écorce, pas même d'obscurité.
C'était une absence totale, un vide qui semblait absorber la lumière elle-même. Et quand ils le regardaient trop longtemps, ils avaient l'impression que ce vide les regardait en retour. « C'est ici », murmura Adèle. « C'est la déchirure. » « Comment referme-t-on quelque chose comme ça » demanda le docteur Leroy, sa voix tremblante. « D'abord, nous devons attirer ce qui est passé au travers. Nous devons le faire revenir. Comment fait-on cela » Adèle se tourna vers eux et dans la lumière vacillante des lanternes, son visage semblait encore plus pâle, presque translucide, avec un appât, avec quelque chose qui lui rappelle pourquoi il est venu ici. Elle prit une profonde inspiration, puis commença à chanter. C'était la même berceuse qu'elle avait fredonnée dans le jardin du presbytère, mais maintenant sa voix résonnait différemment, amplifiée d'une manière qui n'avait rien de naturel, portée par un écho qui ne venait pas des arbres environnants, mais de quelque chose de beaucoup plus profond. Le vent se leva, faisant bruisser les feuilles des arbres. Le murmure constant devint plus fort, prenant forme, devenant presque des mots. Et puis, ils le sentirent, une présence. Quelque chose d'immense et d'ancien qui s'éveillait, attiré par le chant d'Adèle. Les lanternes vacillèrent, leurs flammes s'étirant dans des directions impossibles. La température chuta brusquement, transformant la laine de chacun en nuage de vapeur. Quelque chose bougeait dans l'obscurité au-delà de la clairière, quelque chose qui approchait. « Il vient !» souffla Adèle. « Préparez-vous. » Certaines portes ne peuvent être fermées que de l'intérieur. Ce qui émergea de l'obscurité défiait toute description. Ce n'était pas une créature au sens traditionnel du terme, c'était plutôt une distorsion de la réalité elle-même, une aberration qui faisait mal aux yeux quand on essayait de la regarder directement. Sa forme changeait constamment, oscillant entre des configurations vaguement humanoïdes et des géométries impossibles qui semblaient exister dans plus de 3 dimensions. Parfois, elle ressemblait à une silhouette drapée dans des voiles d'ombre. Parfois, elle n'était qu'un tourbillon de lumière noire, si un tel concept pouvait exister. Mais ce qui était constant, c'était la sensation qu'elle dégageait, une faim ancienne et insatiable, un désir de consommer, d'absorber, de se nourrir de l'essence même de la vie. Les villageois reculèrent instinctivement, certains tombant à genoux, d'autres murmurant des prières. Seul Adèle et le petit groupe qui l'accompagnait tinrent bon, bien que chacun d'eux sentît sa volonté vaciller face à cette manifestation d'impossible. La créature, car c'était plus simple de l'appeler ainsi, même si ce mot était terriblement inadéquat, se matérialisa pleinement au centre de la clairière, entre le groupe et le chêne fendu. Elle tourna son attention vers Adèle, et bien qu'elle n'eût pas d'yeux au sens conventionnel, tous purent sentir le poids de son regard. Puis, elle parla, non pas avec des mots, mais directement dans les esprits de tous ceux qui étaient présents. Sa voix était multiple, superposée, résonnant sur des fréquences qui n'auraient pas dû être audibles pour des oreilles humaines. « Petite fugitive, tu es revenue. » Adèle se redressa malgré la terreur évidente qui se lisait sur son visage. « Je suis revenue pour corriger mon erreur, pour te renvoyer là où tu appartiens. Toi qui as ouvert la porte, toi qui m'as montré le chemin. Tu pensais pouvoir me renvoyer si facilement ? » « Je ne pensais pas que ce serait facile, » répondit Adèle, sa voix étonnamment ferme. « Mais je sais que c'est nécessaire. Ce monde n'est pas le tien. Tu n'appartiens pas ici. Aucun monde ne m'appartient. Je suis ce qui existe entre les mondes. Je suis l'espace négatif, l'absence, le vide qui donne forme à toute chose. Et maintenant que j'ai goûté à nouveau à la substance de votre réalité, je ne partirai pas. » Le père Michel s'avança, brandissant un crucifix d'une main tremblante. « Au nom de Dieu, je t'ordonne de partir. Retourne dans les ténèbres d'où tu viens. » La créature tourna son attention vers lui, et le prêtre sentit sa foi vaciller sous l'intensité de ce regard. « Ton Dieu n'a aucun pouvoir sur moi, prêtre. J'étais là avant que ta religion ne soit née. Je serai là longtemps après qu'elle aura été oubliée. Ton Dieu est une construction de votre temps et de votre espace. Je suis ce qui existe en dehors de ces constructions. Peut-être, intervint Lucien d'une voix rauque mais déterminée, mais cet enfant a réussi à t'échapper une fois. Elle a trouvé le chemin du retour malgré toi. Cela montre que tu n'es pas tout-puissant. » La créature émit un son qui aurait pu être un rire, un son qui fit vibrer l'air lui-même. « Elle m'a échappé parce que je l'ai laissée partir, parce qu'en la laissant revenir, elle m'a ouvert la voie. Tout cela faisait partie du plan. Elle a toujours été ma porte. » Adèle sentit ses genoux se dérober sous elle. « Non, non, ce n'est pas vrai. Je suis revenue de ma propre volonté. J'ai trouvé le chemin toute seule. »
As-tu vraiment trouvé le chemin ou t'ai-je simplement permis de le trouver? Réfléchis, petite fugitive. Comment une enfant pourrait-elle naviguer seule à travers les entremondes? Comment pourrait-elle résister pendant 50 ans au temps qui ne passe pas? Tu as cru t'échapper, mais en réalité, tu m'as servi tout du long. Les paroles de la créature frappèrent Adèle comme des coups physiques. Elle tomba à genoux, des larmes coulant sur ses joues. « Non, non !» Camille se précipita vers elle, la prenant dans ses bras. « Ne l'écoute pas, il ment pour t'affaiblir. Je ne mens pas. Je n'ai pas besoin de mentir. La vérité est bien plus terrible que n'importe quel mensonge. » Mais pendant que la créature parlait, pendant qu'elle se concentrait sur Adèle et ses tourments psychologiques, quelque chose se passa. Quelque chose de subtil, mais crucial. Lucien remarqua que la déchirure dans le chêne fendu commençait à pulser rythmiquement, en synchronisation avec les émotions d'Adèle. Quand l'enfant ressentait du désespoir, la déchirure s'élargissait légèrement. Quand elle reprenait espoir, elle se contractait. Il comprit alors ce qu'Adèle avait voulu dire depuis le début. Elle n'était pas juste une victime ou un vecteur. Elle était littéralement liée à la déchirure. Son existence même servait de pont entre les mondes. Ce qui signifiait que pour refermer la porte, « Non », murmura-t-il, réalisant l'horrible vérité. « Non, il doit y avoir un autre moyen. » Mais Adèle avait compris aussi. Elle leva ses yeux rougis par les larmes vers Lucien, et il y lut une résolution qui dépassait son âge apparent. « Il n'y a pas d'autre moyen, » dit-elle doucement. « Je l'ai toujours su, au fond, depuis le moment où je suis revenue. Je ne suis pas vraiment revenue, n'est-ce pas? Je ne suis pas vraiment vivante. Je suis juste un écho. Une résonance entre deux réalités, et pour briser cette résonance, pour refermer la porte. » Elle ne finit pas sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. Intelligente, la petite fugitive, tu commences enfin à comprendre. Tu es la porte, et la porte est toi. Tant que tu existes, je peux exister ici. Et maintenant que tu as compris. La créature commença à changer, sa forme devenant plus solide, plus définie. Elle prenait racine dans cette réalité, s'ancrant de plus en plus profondément à chaque instant qui passait. Il est trop tard. Mais la créature avait sous-estimé quelque chose. Elle avait sous-estimé le pouvoir du choix humain. Elle avait sous-estimé ce qu'une petite fille, qui avait survécu 50 ans dans l'impossible, était capable de faire quand elle décidait que son histoire devait se terminer selon ses propres termes. Adèle se leva, repoussant doucement Camille. Elle marcha vers la créature avec une dignité qui défiait son apparence enfantine. « Tu as raison, » dit-elle d'une voix claire et forte. « Je suis la porte. Tu ne peux exister ici que tant que j'existe. » Elle sourit, un sourire triste mais libérateur. « Alors je choisis de ne plus exister. »« Que crois-tu faire, enfant? Tu ne peux pas simplement cesser d'être... Ne peux-je pas ?» Adèle ferma les yeux. « J'ai existé dans un endroit sans temps. J'ai maintenu ma forme par la seule force de ma volonté et de mes souvenirs. Si je peux me créer par la pensée, je peux me défaire de la même manière. » Et elle commença à se souvenir. Mais pas des souvenirs heureux cette fois. Elle se souvint de l'oubli. Elle se souvint du moment avant sa naissance, quand elle n'était rien. Elle se souvint du vide paisible, du néant qui n'est ni bon ni mauvais, simplement absent. Lentement, très lentement, elle commença à devenir translucide. « Non !» hurla Camille, tentant de se précipiter vers elle, mais Lucien la retint. « Laisse-la » dit-il, des larmes coulant sur son vieux visage. « C'est son choix, son sacrifice. » Le père Michel tomba à genoux, priant avec une ferveur désespérée, même s'il ne savait plus vraiment pourquoi il priait. Adèle continuait à s'estomper, et avec elle, la créature commençait à perdre sa solidité. Elle hurla, un son terrible, qui fit se fissurer les arbres autour de la clairière, mais ne pouvait rien faire. Son existence était liée à celle d'Adèle, et si Adèle choisissait de renoncer à l'être, « Non, tu ne peux pas, je ne te laisserai pas !» La créature tenta de se jeter sur Adèle, de l'absorber, de la forcer à rester, mais ses appendices passaient au travers d'elle, comme si elle n'était déjà plus qu'un fantôme. « Je suis désolée, maman », murmura Adèle, parlant à une femme morte depuis longtemps. « Je suis désolée de t'avoir quitté cette nuit-là. Mais maintenant, je peux enfin te rejoindre. » Elle ouvrit les yeux une dernière fois, regardant les visages de ceux qui étaient venus l'aider. « Merci, » dit-elle simplement. « Merci de m'avoir permis d'exister, ne serait-ce que pour quelques jours, dans un monde où quelqu'un se souciait de moi. » Puis elle se tourna vers la déchirure dans le chêne fendu. Elle leva ses mains,
presque transparentes maintenant, et les plaça de chaque côté du vide. « Je referme la porte », dit-elle d'une voix qui n'était déjà plus qu'un écho. Je la referme de l'intérieur, et elle se laissa tomber dans le vide. Ce qui suivit fut difficile à décrire pour ceux qui y assistèrent. La déchirure sembla imploser, se refermant sur elle-même avec une force qui arracha l'écorce du chêne. La créature hurla une dernière fois, aspirée vers l'arrière, retournant de force dans l'entremonde d'où elle venait. Ces tentacules ou appendices, quelle que fût leur nature, griffèrent désespérément le sol de la clairière, laissant des marques noircies qui mettraient des années à s'effacer. Puis il y eut un flash de lumière si intense que tous durent détourner les yeux. Un son comme un coup de tonnerre retentit, faisant trembler le sol sous leurs pieds. Et puis, le silence. Un silence complet, absolu, qui contrastait terriblement avec le chaos qui venait de se produire. Quand ils rouvrirent les yeux, la créature avait disparu. La déchirure dans le chêne était toujours là, mais elle n'était plus qu'une fissure ordinaire dans un vieil arbre. Plus de vide impossible, plus d'absence qui absorbait la lumière. Juste du bois fendu et creux, où des insectes avaient probablement élu domicile. Et Adèle avait disparu. Il n'y avait aucune trace d'elle, pas de corps, pas de vêtements, rien, comme si elle n'avait jamais existé. Camille tomba à genoux, sanglotant. Le père Michel se signa, murmurant une prière pour le repos de l'âme d'Adèle. Le docteur Leroy resta simplement debout, hébété, essayant de réconcilier ce qu'il venait de voir avec tout ce qu'il croyait savoir sur la réalité. Lucien, lui, s'approcha lentement du chêne fendu. Il posa sa main tremblante sur l'écorce rugueuse, sentant le bois solide sous ses doigts. « Adieu, petite », murmura-t-il. « Tu as sauvé des vies aujourd'hui. Tu as empêché une horreur indicible. Si seulement tu avais pu avoir la vie que tu méritais. » Mais même en prononçant ces mots, il savait qu'Adèle n'avait jamais vraiment eu de vie après son enlèvement. Elle était devenue quelque chose d'autre, quelque chose de tragique et de beau à la fois. Un pont entre les mondes qui avaient finalement choisi de se brûler pour sauver ceux qui se tenaient de l'autre côté. Certaines histoires ne finissent jamais vraiment. Elles laissent simplement des échos. Les semaines qui suivirent furent étranges pour Sainte-Croix-les-Brumes. Il y avait un sentiment collectif de perte et de confusion, comme si le village entier se réveillait d'un rêve perturbant dont il ne restait que des fragments flous. Henri Marchand se rétablit complètement, sans aucun souvenir de ce qui lui était arrivé pendant ces 3 jours terribles. Mais sa femme remarqua qu'il évitait désormais de regarder trop longtemps vers les bois et qu'il se signait chaque fois qu'il passait devant l'église. La clairière dans les bois devint un lieu de mémoire non officiel. Certains villageois y déposaient des fleurs sauvages, d'autres des petits objets. Des jouets d'enfants, des rubans, des bougies. Personne n'avait vraiment décidé d'en faire un sanctuaire, mais il le devint naturellement, comme si le lieu lui-même réclamait cette reconnaissance. Le père Michel fit ériger une petite plaque dans le cimetière du village, à côté de la tombe symbolique originale de 1906. Elle portait simplement ces mots: Adèle Monclar, 1898-1906, 1956, qui a donné sa vie pour sauver les autres. Que son sacrifice ne soit jamais oublié. Camille Rousseau devint la gardienne de l'histoire d'Adèle. Elle écrivit tout ce qui s'était passé dans un journal détaillé, déterminée à ce que la vérité survive, même si personne d'autre ne la croyait. Elle savait que les gens oublieraient, que l'histoire deviendrait une légende, puis un mythe, puis finalement un conte pour effrayer les enfants. Mais elle voulait qu'il existe quelque part un témoignage authentique de ce qui s'était vraiment passé, de ce qu'une petite fille courageuse avait fait pour protéger un monde qui n'était même plus le sien. Lucien Garnier vécut encore 5 ans après ces événements. Sur son lit de mort en 1961, il demanda à être enterré près de la tombe symbolique d'Adèle. Sa dernière requête fut qu'on grave sur sa pierre tombale. Il se souvenait. Des années passèrent, des décennies. Le village changea, se modernisa. De nouvelles familles s'installèrent, ignorantes de l'histoire extraordinaire qui s'était déroulée dans ces collines brumeuses. Les anciens moururent, emportant leurs souvenirs avec eux. Et parfois, lors de certaines nuits d'automne, quand la brume est particulièrement épaisse et que le silence semble presque vivant, les habitants de Sainte-Croix-les-Brumes jurent entendre quelque chose, une voix enfantine qui fredonne une vieille berceuse. Un rire doux qui résonne entre les arbres. Certains disent que c'est juste le vent, d'autres disent que c'est leur imagination. Mais ceux qui connaissent l'histoire
Ceux qui ont lu le journal de Camille Rousseau, maintenant conservé dans les archives de la bibliothèque municipale, ceux-là savent mieux. Ils savent qu'Adèle Monclar n'est jamais vraiment partie. Elle est devenue partie intégrante de cet endroit, tissée dans le tissu même de ces collines et de ces bois. Son sacrifice l'a ancrée ici d'une manière que ni le temps ni l'oubli ne peuvent effacer. Elle est le gardien invisible qui veille. Elle est l'écho qui rappelle. Elle est la preuve vivante, ou peut-être morte, que l'amour et le courage peuvent transcender les barrières entre les mondes. Une nuit de septembre 2024, exactement 118 ans après la disparition originale d'Adèle, une jeune touriste nommée Sophie Dumont se perdit dans les bois autour de Sainte-Croix-les-Brumes. Elle avait quitté le sentier balisé pour prendre une photo, et l'obscurité était tombée plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Paniquée, elle erra pendant des heures. Son téléphone portable mort, ses cris d'aide absorbés par la brume qui s'épaississait autour d'elle. Elle était au bord du désespoir quand elle entendit quelque chose, une voix enfantine qui chantait doucement dans l'obscurité. Une berceuse ancienne dans un français légèrement archaïque, Sophie suivit cette voix, et elle la mena à travers les arbres, autour des ravins dangereux, loin des zones où le sol était instable. La voix la guida pendant près d'une heure, toujours juste assez proche pour être entendue, jamais assez proche pour être vue. Finalement, Sophie émergea des bois à la périphérie du village, exactement devant l'église. La voix se tut brusquement, et quand elle se retourna pour remercier qui que ce soit qui l'avait guidée, il n'y avait personne. Juste la brume, les arbres silencieux, et le sentiment distinct qu'elle venait d'être sauvée par quelque chose qui n'appartenait pas tout à fait à ce monde. Le lendemain, quand elle raconta son aventure à la propriétaire de son hôtel, la vieille femme sourit tristement. « Vous avez rencontré notre petit ange, dit-elle, Adèle Monclar. Elle veille toujours sur les perdus. » Et elle raconta l'histoire, la version qui avait survécu, polie par les décennies, transformée en quelque chose de plus doux et de moins terrifiant que la réalité. Mais l'essence était là, le cœur de la vérité demeurait. Une petite fille qui avait été enlevée dans la nuit, qui était revenue 50 ans plus tard, qui s'était sacrifiée pour sauver les autres, et qui, d'une manière ou d'une autre, continuait de protéger ceux qui se perdaient dans ces collines anciennes. Sophie Dumont retourna à Paris le lendemain, mais elle ne put jamais vraiment oublier ce qui s'était passé dans ces bois. Chaque fois qu'elle entendait une berceuse, chaque fois qu'elle voyait de la brume s'accrocher aux collines, elle pensait à cette voix enfantine qui l'avait guidée dans l'obscurité. Et parfois, dans ses rêves, elle voyait un visage. Une petite fille aux grands yeux noirs et aux cheveux sombres, vêtue d'une robe ancienne, qui souriait tristement avant de disparaître dans la brume. Adèle Monclar, disparue en 1906, revenue en 1956, partie pour toujours, mais jamais vraiment partie. Certaines histoires sont trop puissantes pour mourir. Certains sacrifices résonnent à travers les décennies, créant des échos qui refusent de s'éteindre. Et dans les collines brumeuses de Corrèze, dans le petit hameau de Sainte-Croix-les-Brumes, l'histoire d'Adèle continue d'être racontée. Transformée par le temps, polie par la répétition, mais toujours vraie dans son essence. Une petite fille qui a traversé l'impossible et qui a choisi à la fin non pas de se sauver elle-même, mais de sauver les autres. C'est peut-être la plus grande leçon qu'elle nous ait laissée, que l'héroïsme n'est pas toujours une question de force ou de pouvoir. Parfois, c'est simplement une question de choix. Le choix de faire ce qui est juste, même quand c'est douloureux. Le choix de protéger les autres, même au prix de sa propre existence. Adèle Monclar a fait ce choix, et son écho résonne encore. Fin. Dans la brume qui s'accroche aux collines de Corrèze, on peut encore l'entendre, une voix enfantine qui fredonne une berceuse ancienne, gardienne éternelle de ceux qui se perdent dans l'obscurité.